Bonjour Serge Proulx. Bonjour. Vous êtes professeur à la faculté de communication de l'Université de Québec à Montréal et vous êtes intervenu au colloque Rodin avec une conférence intitulée « La puissance d'agir des citoyens dans un monde fortement connecté ». Vous y abordez les microsphères publiques que constituent selon vous les réseaux sociaux qui ont joué un rôle important en 2011 dans les révolutions arabes, le mouvement des indignés et divers autres mouvements. Mais comment cette participation médiatique peut-elle, selon vous, ouvrir vers un engagement politique? En fait, c'est que j'ai pas voulu insister à ce point sur la relation entre les dispositifs sociotechniques, l'usage de ces dispositifs sociotechniques et ces mouvements d'indignation. J'ai précisément voulu me dégager, en fait, d'une certaine perspective, je dirais, techno-déterministe. Donc, la question des microsphères publiques. Oui. Donc, on est habitué, en fait, de parler d'espace public. Moi, j'aime mieux parler de sphère publique, ça m'apparaît plus juste que de parler d'espace public. Donc, on est habitué de parler de sphère publique de façon presque singulière. On dit la sphère publique. Alors, ce qui est intéressant avec les médias sociaux, c'est cette multiplicité, cette multiplication de petites sphères publiques, et en réalité, je dirais même de petites sphères privées publiques, et où effectivement la parole effectue un va-et-vient entre le privé, le public. Et mon collègue Dominique Cardon parle, il appelle ça le parler privé-public. C'est-à-dire que les individus se retrouvent dans ces univers-là, dans ces microsphères. Ils se retrouvent et finalement discutent de questions privées. Et tout à coup émerge, sans trop que ça s'explique facilement, tout à coup émerge une question davantage, qu'on dirait, relevant de la sphère publique. Donc c'est assez... pour moi, c'est assez caractéristique de ces sphères-là. Donc, effectivement, ça remet en question, je dirais, la manière que nous avons de penser la question de la sphère publique, puisque souvent on fait référence à des grands acteurs médiatiques ou à des acteurs politiques confirmés qui occupent cette scène publique. Là, on est dans un univers où les petits, les gens ordinaires, les amateurs, finalement s'expriment dans ces sphères-là. Alors, est-ce que ça produit du pouvoir? Est-ce que ça produit du contre-pouvoir? C'est pas sûr. C'est très difficile. En réalité, il faut faire plein d'enquêtes spécifiques il faut faire des milliers d'enquêtes, en fait, spécifiques sur différentes questions et voir si, dans ce cas précis, il y a effectivement, je dirais, acquisition d'un pouvoir citoyen à travers l'usage de ce dispositif. Vous avez parlé aussi, quand même, de ce qu'on appelle le grand public. Et vous dites que les outils numériques impliquent deux postures possibles. Celle de l'usage compétent et celle de l'usage naïf. Comment expliquer cela? Comment vous expliquez cela? Ou comment le traduire autrement? C'est que, disons que dans le cadre d'une réflexion que je fais sur, je dirais, la démocratisation technique ou la démocratisation de l'univers technique ou la démocratisation des dispositifs sociotechniques qui sont mis à la disposition des gens, se pose la question de l'usager grand public. Dans le fond, l'usager grand public. Donc, l'usager ordinaire qui n'a pas nécessairement de compétences techniques et qui veut utiliser ces dispositifs. Alors, il faut dire tout de suite que ces dispositifs sont quand même, je dirais, relativement faciles d'accès par rapport, je dirais, à la situation qu'il y avait il y a 10-12 ans.
Maintenant, il se pose quand même la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas des compétences qu'il faudrait que ces individus, que ces usagers grand public, est-ce qu'il n'y a pas des compétences qu'ils devraient avoir? Et là, on se retrouve avec, je dirais, deux écoles de pensée, deux extrêmes, deux postures extrêmes. Donc, une posture que je pourrais qualifier de la posture des militants du logiciel libre. Et les militants du logiciel libre disent l'usager grand public doit quand même fournir un effort cognitif pour s'approprier les dispositifs. Il faut quand même qu'il y ait une certaine appropriation technique des dispositifs pour que l'individu, dans le fond, comment dire, soit quand même relativement maître du jeu. Alors donc, ça nous donne une figure de l'usager grand public comme usager compétent, alors qu'à l'opposé, on a, je dirais, les tenants du logiciel propriétaire, les tenants dans le fond, je dirais, des industries qui fusionnent l'information et le divertissement, ce que les Américains appellent l'infotainment. Donc là, on est devant une posture qui dit non, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit un jeu. Donc il faut qu'il y ait, on veut pas d'effort cognitif, on veut juste dans le fond du plaisir. Donc ça, c'est la deuxième position que je dirais extrême par rapport à la première. Alors moi, ce que je dis, c'est que il faut trouver sans doute une espèce de tiers position, de tiers posture, une troisième voie où effectivement, comment dire, on accepte l'idée d'une certaine transparence du dispositif, mais en même temps, il y aurait quand même un certain effort à faire. Voyez-vous, c'est à inventer. Donc, je n'ai pas une réponse toute faite, mais je pense qu'il faut chercher dans cette troisième voie pour... Enfin, vous dénoncez malgré tout le fait que les choix techniques déterminent la dimension éthique. Et vous allez même jusqu'à dire qu'il existe un pouvoir nuisible des algorithmes. Mm-hmm. Comment expliquer? Oui. En fait, si vous voulez, c'est deux manières de dire finalement la chose suivante. C'est que les dispositifs techniques, ce ne sont pas des dispositifs neutres, ce ne sont pas des objets neutres, et axiologiquement parlant, ce n'est pas des objets neutres. Et donc, ça, c'est très important parce que j'entends souvent la réflexion en disant, oui, mais les techniques, ça, c'est neutre, et puis c'est l'usage, dans le fond, qui fait que... Non, c'est faux. L'objet technique n'est pas neutre. Donc, l'objet technique comporte toute une série de choix. Si on pense, mettons, je ne sais pas, à certains réseaux, alors vous avez des réseaux qui vont donner accès à certaines personnes ou non, etc., qui vont favoriser, je dirais, les échanges horizontaux entre les personnes inscrites dans ce réseau ou dans ce forum, alors que dans d'autres forums, vous allez avoir seulement la possibilité par exemple, de déposer de l'information, mais de ne pas participer à l'ensemble de la conversation. Enfin bref, si vous voulez, il y a des décisions en termes d'architecture technique qui font que l'objet technique n'est pas neutre. Alors, pour revenir à la question des algorithmes, donc qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Un algorithme, en fait, ça se construit de la manière suivante. Dans un premier temps, on découpe logiquement les opérations que l'on doit faire pour réaliser une activité donnée. Et ensuite, ces différentes opérations sont traduites par une formule mathématique. Donc, la formule mathématique, c'est l'algorithme. Et une fois qu'on a cette formule mathématique, en fait, on est à l'aise pour numériser tout ça et donc pour faire en sorte que ce soit des machines qui appliquent l'algorithme. Et donc, ce que je dis, c'est que il y a un pouvoir invisible de l'algorithme. Et je dirais que les algorithmes sont
constitue un petit peu, je dirais, la grammaire du pouvoir de la société de l'information. En fait. Moi, j'ai senti, pardonnerez peut-être un petit peu, un espoir à la fin de votre propos lorsque vous avez parlé des jeunes, mais vous demandez quand même que soit mise en œuvre une politique d'éducation critique aux outils numériques. Et je pense en direction essentiellement des jeunes. Premièrement, y a-t-il danger ? Et deuxièmement, comment vous voyez cette politique d'éducation critique aux outils numériques ? Oui, en fait, si vous voulez, je m'inspire, je dirais, de ce que nous appelons l'éducation critique à la télévision. Donc, nous avons eu, je dirais, les derniers 30 ans, plein de groupes associatifs un petit peu partout dans le monde qui se sont intéressés à, disons, à sensibiliser les jeunes au fait que les médias peuvent nous manipuler, bon, etc. Alors, je pense que on doit faire la même chose avec les outils numériques. C'est-à-dire qu'on doit sensibiliser les jeunes justement au pouvoir caché des algorithmes. Alors, juste un exemple, en fait, si je suis un jeune, et même un moins jeune, en fait, j'ai tendance, en fait, à laisser dans les sites de réseaux sociaux des informations personnelles qui peuvent être assez importantes et qui peuvent être à la source, finalement, de manipulations, soit des manipulations que je dirais blanches, c'est-à-dire des manipulations commerciales, ou des manipulations noires, c'est-à-dire, dans le fond, allant jusqu'au vol d'identité numérique. Alors, je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes au fait qu'effectivement, cet ensemble de dispositifs peuvent nous être utiles et nous conduire à, je dirais, à une émancipation, à plus de liberté, mais en même temps, il faut ne pas être dupe que ces outils sont aussi possiblement des outils de surveillance. Donc, surveillance économique par les entreprises et surveillance, à la limite, politique aussi, quand on est dans des pays à régime autoritaire. Je vous remercie. Merci.